Bonjour à tous et bienvenue pour le dernier opus de cette série de quatre Apure Café. Donc, un Apure Café dédié aujourd'hui à la zone à faible émission mobilité de la métropole, avec l'idée donc de vous expliquer un peu ce qu'est cette ZFE mobilité pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour parler avec Anaïs Lopinto et moi-même, Olivier Richard, des travaux que nous avons réalisés de manière collective avec d'autres partenaires que je vais vous présenter sur la ZFE mobilité de la métropole. Aujourd'hui ont été publiés une série de cahiers qui sera rejoint par un quatrième cahier dans les prochains jours. Donc des cahiers qui permettent d'évaluer un peu les conséquences, en tout cas de la ZFE mobilité qui est d'ores et déjà en place sur une partie du territoire métropolitain. Donc une étude qui a été réalisée de manière collective avec de nombreuses personnes, ici à l'Apure, donc en particulier Anaïs, mais pas que, puisque tout ça se nourrit de travaux qui ont déjà été initiés au cours des années passées, des travaux déjà menés en 2018 avec la métropole et avec Michel Angélique Nicole, mais également donc Alain, Marcelin, Christine, Florence, Clément, Marie, Sandra, Anne, Anne-Marie, etc. Enfin voilà, je ne vais pas tous vous citer, mais vous vous reconnaîtrez, c'est un travail collectif qui a été réalisé donc de très près avec les services de la métropole du Grand Paris, avec également la ville de Paris et toute une série de partenaires qui nous ont nourris de leurs travaux, de leurs réflexions, donc parmi lesquels, bien sûr, donc Air Paris, l'Observatoire régional de la santé, les services de l'État aussi, représentés à la fois par la DRIEA, mais aussi par la DRI2E, Île-de-France Mobilité, ainsi que l'Université Gustave Eiffel. La présentation qu'on va vous faire aujourd'hui s'organise en quatre parties. On va vous la faire à deux voix. Donc, une première partie pour décrire ce qu'est une ZFE, ses enjeux, les objectifs. Une seconde partie pour vous donner les clés et les quelques éléments chiffrés pour déjà mesurer l'impact de la ZFE, et en particulier au regard de leur impact, des impacts sur les véhicules, mais aussi sur les populations concernées. Enfin, donc, les bénéfices attendus de cette ZFE, et pour finir, justement, sur les dispositifs d'accompagnement et toutes les alternatives à la mobilité automobile. Donc, l'outil ZFE pour lutter contre la pollution de l'air liée au trafic routier. Bien sûr, le point de départ, c'est la question de la qualité de l'air. Vous savez aujourd'hui qu'on y vit toujours dans une région qui dépasse régulièrement donc les seuils limites fixés par l'OMS et qui vaut aussi donc des contentieux juridiques avec notamment l'Europe. Ce sont aujourd'hui 400 000 personnes qui sont exposées fréquemment à un air de mauvaise qualité. Donc ça, ce sont des données Air Tarif issues des travaux issus pour l'année 2019, soit 6% de la population de la métropole. Tout ceci se traduit par une estimation de l'ordre de 6 600 décès prématurés sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Ce sont des chiffres qui sont issus d'une étude de Santé publique France qui date de 2016. Donc, vous comprenez bien sûr que tout ceci a un impact fort. Et parmi les sources de pollution, deux sources principales, donc évidemment la circulation automobile et dans une moindre mesure le secteur résidentiel, en particulier avec le chauffage. Sur la circulation automobile, elle est à l'origine de 51% des oxydes d'azote, donc qu'on appelle les NOx, le dioxyde d'azote, NO2, mais également donc un quart des particules fines, qu'il s'agisse des PM10 ou PM2,5, donc les particules inférieures à 10 micromètres ou à 2,5 micromètres. Donc voilà, un enjeu sanitaire majeur, même si aujourd'hui, vous voyez, avec la période qu'on vit, qu'on est confronté à d'autres enjeux sanitaires tout aussi importants, mais les deux combinés peuvent s'empirer. Et je fais juste une petite aparté avec probablement des choses que vous avez entendues donc il y a quelques mois sur la possibilité donc d'aggravation
justement du risque de contagion liée à la Covid-19 quand on connaît des épisodes de pollution élevés. Donc, qu'est-ce que c'est une ZFE mobilité aujourd'hui? C'est un dispositif, un levier qui est mis en place pour justement faire sortir de la circulation les véhicules les plus polluants. Un dispositif qui s'appuie par une classification qui date aujourd'hui de 2016, qui est basée sur l'âge des véhicules et surtout leurs normes Euro. Donc une classification critères avec donc 5 niveaux de critères, plus un niveau de véhicules propres et également des véhicules qui ne sont pas classés dans ces critères parce que trop anciens. Vous avez sur votre droite de l'écran donc l'exemple justement de cette catégorisation sur le cas des véhicules particuliers. Alors après, bien sûr, il y a d'autres. On n'est pas tout à fait sur les mêmes seuils en ce qui concerne les autres types de véhicules comme les poids lourds, les deux roues motorisés, etc. Mais le principe est le même. Donc, les véhicules les plus anciens sont de fait les plus polluants. Et à cet égard, juste un exemple pour vous montrer l'écart qu'il peut y avoir entre deux classes critères. Aujourd'hui, donc, un véhicule de la classe critère 4 émet 3 fois plus d'oxyde d'azote qu'un véhicule de la classe critère 3 et 17 fois plus qu'un véhicule de la classe critère 1. Donc, il y a vraiment un écart. L'autre dispositif important à avoir en tête, c'est qu'on est sur une ZFE qui n'est pas permanente. On a des horaires de restriction et qui dépendent aussi des véhicules. Pour les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires légers, les deux roues motorisés, on est sur des restrictions qui sont valables uniquement en semaine, du lundi au vendredi, et de 8h à 20h. En ce qui concerne les poids lourds et les autocars, on est en revanche sur des restrictions qui concernent tous les jours de la semaine, samedi, dimanche compris, mais là encore une fois, sur des plages horaires restreintes, c'est-à-dire de 8h à 20h uniquement. Un dernier point aussi pour vous dire que tout ceci est un dispositif qui est en train de se mettre en place. Donc la ZFE, c'est déjà quelque chose qui existe aujourd'hui et qui offre en tout cas des dérogations pour certains types de véhicules, pour des services publics, pour des véhicules qui approvisionneraient les marchés ou d'autres types de véhicules spécialisés pour lesquels les réponses alternatives sont encore peu nombreuses. Donc, on est un dispositif de dérogation, mais qui pourra évoluer dans le temps. Parce que justement, donc l'autre caractéristique de cette ZFE, c'est qu'on est sur une progressivité des restrictions. La ZFE, c'est un dispositif qui a déjà été mis en place donc au milieu des années 2010 à l'échelle de la ville de Paris. Donc à l'époque, on ne l'appelait pas ZFE, on l'appelait ZCR, zone de circulation restreinte. En 2017, la ville de Paris a ainsi interdit l'ensemble des véhicules classés critère 5 et non classés. Au 1er juillet 2019, elle a renforcé ses restrictions en interdisant les véhicules classés critère 4. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la métropole est rentrée dans le jeu de cette ZFE, de son côté, en interdisant sur le territoire intra 86 les véhicules classés critère 5 et non classés. Au 1er juin 2021, donc d'ici peu de temps, il va y avoir une nouvelle étape de cette zone à faible émission métropolitaine avec une uniformisation des restrictions, c'est-à-dire que l'ensemble des véhicules classés critères 4, 5 et non classés seront interdits sur les plages horaires que j'ai nommées tout à l'heure dans le périmètre de l'intra A86. Progressivité, parce que tout ça va évoluer d'ici 2030. En juillet 2022, une nouvelle étape est envisagée, donc avec cette fois-ci l'interdiction de circulation des véhicules classés critère 3. En 2024, vous le savez, c'est la sortie du diesel, donc avec l'interdiction des véhicules classés critère 2. Et donc, à plus long terme, à horizon 2030,
ce sont l'ensemble des véhicules à motorisation thermique qui seront interdits. Donc, à compter de 2030, on envisage uniquement la présence et la circulation de véhicules considérés comme propres. Le périmètre, je l'ai déjà un peu évoqué, mais c'est effectivement, maintenant, on est sur une ZFE qui touche une partie du territoire de la métropole, et en particulier donc, le périmètre délimité par l'A86. Donc, au total, ce sont 79 communes qui sont incluses, voire traversées par l'autoroute A86 et qui sont donc concernées par ce dispositif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la mise en place d'une ZFE est du ressort de l'échelle communale. Donc, ce sont aux communes de s'engager sur la ZFE. Alors, tout ça pourrait éventuellement, bien sûr, évoluer dans les années à venir, mais aujourd'hui, c'est du ressort de la commune. Sur les 79 communes qui sont concernées sur le périmètre, aujourd'hui, on compte 67 communes qui sont d'ores et déjà engagées dans ce dispositif. Et avec la récente loi d'orientation des mobilités, dont le décret d'application a été publié à la fin de l'année 2020, il y aura donc l'obligation pour l'ensemble des communes qui dépassent les seuils, et donc pour 100% des communes de notre périmètre, d'intégrer donc ce dispositif de restriction de circulation. Ensuite, quelques éléments pour vous donner quelques mesures justement des impacts de cette ZFE. L'un des cahiers qu'on a publié déjà ce matin, justement, a pour objectif de rassembler tout un ensemble de données à une échelle relativement fine, puisqu'on est à l'échelle de l'ensemble des communes concernées, donc les 78 communes, plus en ce qui concerne Paris, donc un portrait à l'arrondissement, pour toutes les données utiles de manière à jauger de l'importance et quelque part anticiper la progressivité des mesures qui s'annoncent. Donc ces données s'organisent, on va dire, en 3 grandes familles. La première famille concerne en fait des données issues des statistiques qu'on utilise et qu'on croise à la pure, donc sur bien sûr la connaissance de la population pour chacune de ces communes. Vous avez ici à l'écran 3 exemples. Donc un premier exemple sur le 19e arrondissement, un autre exemple sur Saint-Denis et enfin Villejuif. Donc vous pouvez voir que finalement on affiche donc bien évidemment toutes données utiles sur la population, sur le nombre d'actifs et croisé donc avec les informations de mobilité dont on dispose, donc le nombre d'actifs qui aujourd'hui utilisent des voitures avec une distinction en fonction de quelques catégories sociales. Donc des données qui permettent d'avoir une image assez fine, assez précise sur les populations et leur dépendance à la voiture, mais également des données sur le parc de véhicules qui sont immatriculés dans ces communes. C'est la partie inférieure que vous pouvez voir à l'écran, donc avec le nombre de véhicules immatriculés et en particulier donc classés par catégorie critères. Donc, autre élément d'information, et justement pour bien comprendre quel est l'impact de la motorisation et de l'usage de la voiture dans ces communes, on a choisi également d'intégrer dans ces portraits des éléments cartographiques qui sont issus d'une analyse réalisée en 2019 à l'atelier sur les mobilités domicile-travail, et donc qui vous permettent de voir pour chacune de ces collectivités quels sont les lieux de travail des actifs selon qu'ils utilisent une voiture ou les transports en commun. Donc ça permet de voir vraiment quelle est la dépendance à la voiture versus l'offre transport en commun. Et enfin, un troisième paquet d'informations qui a pour objectif justement de dresser un peu un éventail des alternatives, des leviers possibles pour envisager d'autres choix, d'autres solutions par rapport à la mobilité automobile. Donc, parmi lesquelles, bien sûr,
les transports en commun, donc en incluant également les projets qui vont arriver à court terme, puisqu'ici, donc, on a choisi d'intégrer les projets réalisés d'ici 2025. Mais c'est également, bien sûr, l'enjeu de la mobilité, des mobilités douces, des mobilités actives, avec les pistes cyclables qui sont existantes et celles qui sont en projet ou temporaires, comme on a pu le voir avec la mise en place des pistes Corona. Mais c'est aussi d'autres leviers, et on le voit bien par rapport à l'époque qu'on vit avec l'essor du télétravail, justement la nécessité de bénéficier de tiers-lieux pour justement avoir, qui pourrait constituer une nouvelle offre dans les années à venir. Et puis enfin, bien sûr, évolution de la mobilité, sortie des véhicules les plus polluants, tout ça s'accompagne bien sûr par le développement d'alternatives à la motorisation thermique à travers donc ici déjà la représentation de ce que l'on connaît de l'état actuel des bornes de recharge électrique, des stations GNV, voire des quelques stations hydrogène qu'on a déjà sur le territoire de la ZFE. Une fois que je vous ai présenté un peu ces portraits à la commune, venons-en un peu à des chiffres généraux sur justement la mesure de l'impact de cette nouvelle étape de la ZFE. Une mesure qui, d'abord, concernant le nombre de véhicules concernés, qui est bâtie à partir de données précieuses qu'on a pu récupérer auprès des services de l'État, du SDES, qui concerne l'immatriculation des véhicules dans les communes. Une donnée qui a beaucoup évolué au cours des années passées, avec notamment la prise en compte du contrôle technique, ce qui a permis de faire sortir de ce parc immatriculé tous les véhicules fantômes qui sont toujours dans les fichiers, mais qui ne roulent plus parce que plus en état. Donc une donnée finalement assez intéressante. Parce que assez à jour, donc on est sur la donnée au 1er janvier 2020, et qui nous montre que ce sont près de 270 000 véhicules qui vont être impactés par cette nouvelle étape, donc sur l'ensemble du territoire couvert par la ZFE, y compris Paris, qui est déjà concerné par ces restrictions, mais comme je vous le montrais, des restrictions qui ne concernent pas tous les jours de la semaine, donc on a toujours sur ces territoires, sur Paris, des véhicules qui peuvent être classés 4, 5, voire non classés et qui circulent le week-end. Donc, 279 000 véhicules impactés, essentiellement, comme vous pouvez le voir sur les graphiques, ce sont des véhicules particuliers. Concernant les deux roues motorisées, on a une estimation de l'ordre de plutôt 8%. Sur les véhicules utilitaires légers, qui représentent à peine 30 000 véhicules, ce sont 10%, etc. Vous pouvez voir également qu'on a évidemment une géographie différenciée par rapport à ces impacts avec certaines communes. Et là, on retrouve un peu la cartographie sociale, socio-économique qu'on connaît sur le territoire de la métropole, avec notamment, en ce qui concerne les véhicules particuliers, les territoires du nord-est qui sont un peu plus impactés, ainsi que tout au sud de la métropole. Finalement, ces effets renvoient un peu à la question de la dépendance à la voiture, et c'est ce qu'on a essayé quelque part de mesurer. Alors, les données sont complexes parce qu'elles sont évidemment incomplètes et ne permettent pas de nous dire précisément qui sera impacté. Au-delà de ce que l'on sait, enfin des éléments généraux que je vous ai présentés sur le parc, à savoir 11% de véhicules impactés. Cette dépendance à la voiture, finalement, plusieurs moyens de la mesurer. Déjà, avec l'observation de ce que l'on connaît des modes de déplacement, et si on s'intéresse donc à, par exemple, des modes de déplacement liés au travail, on sait que l'ensemble de ces déplacements, qui représentent un peu plus du tiers de l'ensemble de nos déplacements, finalement, ce serait 28% des actifs de la ZFE qui aujourd'hui se rendent au travail en voiture, donc 28% sur l'ensemble. Si on applique notre ratio de véhicules roulants, donc de l'ordre de 10-11%, on sait que finalement, ce sont un peu plus de 50 000 personnes qui seraient concernées par cette nouvelle avancée. La dépendance à la voiture qui est bien sûr liée à
beaucoup d'éléments, parmi lesquels la structure familiale du ménage. Et vous pouvez le voir, par exemple, sur les camemberts qui sont présents en bas, que évidemment, plus on est nombreux dans un ménage, plus on a de véhicules, donc un élément, enfin voilà, qui permet en tout cas de jauger un peu cette dépendance à la voiture. Si on s'intéresse plus particulièrement aux emplois et aux activités économiques, et celles qui ont des difficultés en tout cas à imaginer des alternatives, on peut isoler deux groupes. Le premier, c'est évidemment tous les gens qui travaillent de nuit. Donc, à l'échelle de la région, ce sont 740 000 franciliens qui travaillent de nuit. Si on regarde uniquement à l'échelle de la métropole, ce sont 600 000. En affectant donc la part des 10%, 10-11% de véhicules qui seraient impactés, on estime donc de l'ordre de 50 à 60 000 le nombre de personnes qui travaillent de nuit. L'autre groupe, ce sont les actifs dont la profession nécessite un véhicule, par exemple les artisans, certains ouvriers, etc., enfin des petites professions. Donc là encore, on est sur un peu plus de 20 000 qui seraient impactés, concernés par cette nouvelle étape de la ZFE. Donc un impact sur les véhicules et sur les publics, mais qui permet des bénéfices sur la qualité de l'air et la santé dès la prochaine étape qui restreint la circulation au critère 4. C'est Airparif qui s'occupe des études obligatoires d'évaluation de la qualité de l'air liées à chaque étape. Et pour cette étape-ci, Airparif a évalué donc par rapport à un scénario de référence qui est dans Paris une interdiction critère 4, 5 et non classée, mais pas encore de ZFE dans le périmètre intra 86 parce que donc elle a été mise en place en juillet 2019 comme Olivier vous a dit, mais de manière partielle parce que toutes les communes n'étaient pas engagées à ce moment-là. Donc là, pour juin 2021, Airparif a considéré l'interdiction critère 4, 5 et non classée. En comparant ces deux scénarios, ça permet de gagner donc 5% de baisse donc d'oxyde d'azote et des effets aussi sur les particules fines. C'est ce qu'on peut voir sur la carte. Donc, puisque Paris est déjà concerné dans le scénario de référence par des restrictions, il n'y a pas d'amélioration dans Paris, mais en revanche, on voit que la qualité de l'air s'améliore dans le périmètre et même au-delà du périmètre, le long des axes routiers notamment. Donc cette amélioration de la qualité de l'air permet de réduire de 50 000 personnes le nombre de personnes donc exposées à des niveaux qui dépassent la réglementation sur les émissions de NO2. Ces gains sur la qualité de l'air ont des bénéfices sur la santé que l'ORS mesure, donc l'Observatoire régional de la santé, qui fait partie de l'Institut Paris Région. Des bénéfices qui permettent donc de réduire le nombre de décès prématurés et aussi de réduire le nombre de cas d'asthme. Donc, il y a moins 1,25% avec cette étape observée. De manière plus qualitative, les bénéfices sanitaires sont au-delà de la 86 et aussi pour les populations plus défavorisées, parce que les populations défavorisées sont aussi celles qui bénéficient le plus de l'amélioration de la qualité de l'air liée au trafic routier, puisqu'elles peuvent être logées aux abords des axes routiers. Donc l'amélioration sur ces axes leur bénéficie directement. Aussi de manière donc plus qualitative sur les gains supplémentaires qui ne sont pas estimés dans l'étude, puisque c'est toute une méthodologie mise en place par l'ORS qui prend en compte le renouvellement des véhicules, mais qui ne prend pas en compte nécessairement le report vers d'autres modes alternatifs comme la marche ou le vélo ou les transports en commun qui ont aussi des bénéfices sur la santé. L'ORS rappelle que la ZFE, donc n'est pas le seul outil qui améliore la santé de la population et qui doit s'accompagner donc d'autres outils qui sont réalisés déjà depuis longtemps donc avec les politiques en faveur des mobilités douces.
D'une part, la ZFE en fait accompagne ce changement de mobilité et s'inscrit dans des dispositifs qui existent déjà. Et l'étude qui a réalisé principalement la PUR et qui accompagne la métropole sur ces sujets, c'est voir les dispositifs à renforcer ou à améliorer. La ZFE accompagne le changement de mobilité qui est en train de se réaliser, comme on le voit avec une baisse de la motorisation observée à la fois sur les ménages et en même temps sur le parc immatriculé, qui est possible grâce aux politiques en faveur des mobilités douces. Il y a une tendance à l'abandon du véhicule qui est possible, notamment parce que certains ménages abandonnent le véhicule au profit du vélo, par exemple. Et on voit l'essor du vélo qui a été possible durant la crise sanitaire. Des politiques donc avec le plan vélo et notamment les récentes annonces au printemps de la métropole et du développement donc du réseau cyclable et de la pérennisation des pistes temporaires ainsi que de nouvelles stations Vélib créées, comme on voit aussi sur la carte. Et les objectifs, donc la ZFE qui s'inscrit dans le changement des mobilités avec en parallèle donc des objectifs fixés ambitieux pour le vélo, puisque 15% de ce qui devrait représenter 15% de la part modale des déplacements, alors qu'aujourd'hui il n'est que de 2%. Depuis 2009, la ville de Paris met en place un système d'aide pour le développement du vélo. Et aujourd'hui, 44 500 Parisiens ont pu en bénéficier. Il y a des dispositifs d'aide qui existent donc pour la ZFE, mais qui sont en place depuis longtemps. Et comme est proposé par différents acteurs et notamment l'État à travers la prime à la conversion, le bonus écologique et tout récemment la surprime ZFE qui octroie donc 1 000 € aux habitants, aux actifs de la ZFE ou aux habitants de la ZFE. Donc, et ces aides donc sont pour un changement de mobilité, donc soit pour renouveler son véhicule, soit pour abandonner un véhicule. Ce qu'a mis en place la métropole avec la ZFE, c'est le guichet unique, donc qui simplifie grandement les démarches, puisque en déposant un seul dossier, on peut avoir les aides cumulées de l'État et de la métropole, donc comme on peut le voir sur l'infographie de la métropole. Si on souhaite donc qui dépend du revenu des ménages. Donc on peut le voir là sur l'infographie que le reste à charge finalement peut être seulement de 13 000 € pour quelqu'un qui souhaite renouveler sa camionnette et acheter une électrique. Depuis le lancement du guichet unique, il y a 510 bénéficiaires qui ont pu renouveler leur véhicule et nous, on a fait l'étude sur un an et ça représentait 309 ménages, dont surtout 233 ménages modestes qui ont pu renouveler leur véhicule, donc soit électrique, soit critère 1. C'est surtout le marché de l'occasion qui a été mis en avant, enfin favorisé, et qui ont permis à ces ménages d'acheter à faible coût. Cependant, un reste à charge qui reste élevé, et c'est là-dessus qu'il y a des pistes d'amélioration, puisque un ménage modeste a une capacité d'investissement entre 0 et 2 000 €. On voit sur la carte que finalement, suivant le coût du véhicule initial, le reste à charge peut être très élevé. Et donc, il y a des pistes d'amélioration pour avoir accès à des microcrédits ou des prêts à taux zéro qui sont étudiés notamment par l'État. Donc, ces dispositifs d'aide méritent d'être mieux connus, donc ces aides, puisque seulement finalement 510 bénéficiaires ont pu avoir des aides, alors que
on estime à plus de 300 000 véhicules le nombre de critères 4, 5 et non classés qui pourraient potentiellement être éligibles. Ça mérite d'être mieux connu et puis, mais aussi d'avoir une offre, d'améliorer l'offre en véhicules moins émissifs. La ZFE s'inscrit dans ce changement et dans cette amélioration de l'offre, et notamment pour les véhicules de professionnels. Donc, le réseau de bornes électriques qui s'appuie sur le réseau Autolib, donc est en train d'être amélioré avec l'offre Métropolis, le réseau Métropolis, et puis d'autres acteurs comme le CIPEREC et CGIF avec le réseau Borne Bleue. Donc, un maillage qui se construit et qui permet une recharge plus rapide. Mais cependant, donc les véhicules électriques ne remplaceront pas tous les véhicules interdits par les restrictions. Et donc la ZFE s'inscrit nécessairement dans une optimisation de l'usage des véhicules et de la route, avec une amélioration des offres en véhicules partagés, comme on peut le voir sur la photo, et pour respecter les objectifs de neutralité carbone. Des usages réservés de la voiture et optimisés, permis par l'abandon du véhicule de certaines catégories de personnes ou de certains profils, parce que de nouveaux modes de vie sont possibles. Donc, comme une récente étude, donc une étude de cet été de l'APUR sur le télétravail a pu montrer, si une partie des cadres télétravaillaient au moins une fois par semaine, cela permettrait d'éviter entre 5 et 11% des déplacements domicile-travail. Et la métropole permet ces évolutions avec un profil adapté, donc permettre à certaines personnes qui sont, comme l'a montré tout à l'heure Olivier, dépendantes de la voiture, d'utiliser encore potentiellement un temps le véhicule, alors que d'autres peuvent recourir à d'autres modes de transport. Et aussi, donc à la fois en même temps que certaines catégories socio-professionnelles peuvent changer de mode de transport, c'est aussi un nouveau rapport au travail, au lieu et à la distance, qui permet de changer de mode de transport, et notamment avec une autre forme d'organisation du travail et d'autres lieux de travail dans la métropole, grâce aux espaces de coworking, aux bureaux flexibles qui se développent. En conclusion, et pour aller très vite, vous l'avez compris, on est sur une nouvelle étape de la progression de cette ZFE, donc avec déjà un bilan, puisque 5% de baisse d'émissions d'oxyde d'azote, c'est déjà ça, c'est 50 000 personnes qui sont exposées en moins à un air pollué, et avec en particulier des gains un peu plus importants pour des populations plutôt modestes. Mais on n'est que sur une étape. On le voit bien, l'impact est encore assez faible sur le nombre de véhicules, qu'il y a des offres alternatives qui sont toujours à favoriser, à développer, qu'il y a une information aussi qui est à faire par rapport au public, qu'il y a aussi des éléments comme la mise en place quelque part d'un dispositif de contrôle qui vont permettre aussi de renforcer la connaissance et le respect de cette ZFE. Donc voilà, un processus qui est en cours, et avec donc cette première étape cette prochaine étape en juin 2020, c'est surtout le coup d'après aussi qu'il va falloir regarder, parce qu'on sait déjà qu'avec la restriction appliquée aux véhicules critère 3, aujourd'hui, ce sont 300 000 véhicules qui sont concernés. Alors, bien sûr, en juin 2022, il y en aura moins, puisqu'il y a un renouvellement du parc qui fait que naturellement, le parc évolue, mais on est quand même sur un renforcement, et donc avec ces dispositifs encore à favoriser. Peut-être Nicolas Rolland, si tu es encore là, Nicolas, pour la métropole du Grand Paris, puisque c'est un travail qui a été fait vraiment en lien avec vous, et on sait que c'est un gros travail de faire comprendre en fait ce que c'est qu'une ZFE déjà.
ce mot barbare qui change en plus de régulièrement. Avant, c'était ZCR, maintenant c'est ZFE, demain ce sera peut-être encore autre chose. Plus ce qui va arriver en 2022, 2023, qui arrive donc assez vite avec des contraintes assez fortes. Donc, je ne sais pas, Nicolas, si tu veux rajouter quelques mots peut-être. Je voulais surtout vous remercier Olivier et Anaïs, évidemment, pour avoir coordonné les études, mais aussi pour cette synthèse qui est un exercice difficile. Je pense que vous l'avez noté, hein, la ZFE, c'est un outil, mais c'est un outil au service d'une politique systémique, à la fois en matière de mobilité, mais aussi en matière d'énergie. La question des stations d'avitaillement pour les véhicules, il y a un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Ça touche aussi aux questions d'habitat, ça touche évidemment aux compétences directement d'Île-de-France Mobilité et de la région sur le développement des infrastructures de transport et tout type de mobilité. Ça touche aux politiques sociales et à la manière dont sur des mesures un peu coercitive, comme la zone à faible émission, on est en capacité à la fois d'informer et d'accompagner en particulier les ménages et les professionnels les plus modestes. On avance, Olivier l'a dit, hein, on avance pas à pas, étape après étape. À chaque fois, on enrichit les études qui sont réalisées. On précise les choses, on travaille avec le mine de Rungis, on travaille avec les collègues de Pleine Commune sur un dispositif spécifique pour l'accompagnement des ménages les plus modestes, faire un changement de mobilité. Je ne peux pas tout citer, mais voilà, c'est vraiment des travaux extrêmement intéressants, extrêmement riches, passionnants, qui mobilisent de plus en plus de partenaires. Et voilà, c'est une très belle aventure pour nous tous qui nous intéressons aux politiques publiques. Donc merci aux équipes de la Pure et aux autres, hein, Air Paris et tous les autres. Merci Nicolas. Écoutez, une partie des documents est en ligne, donc vous pourrez regarder, en particulier ce qui concerne votre commune, puisque c'est un des éléments incroyables qui a pu être réuni, je veux dire, avec tout ce travail très collectif, c'est les données à la commune. Et puis pour le reste, les éléments vont continuer à se construire. C'est un travail qui ne s'arrête pas, malheureusement. Ou bien heureusement, je ne sais pas. Enfin, la pollution de l'air, c'est un enjeu, Nicolas, donc je ne vais rien dire. Mais au revoir tout le monde. Bon après-midi. Au revoir et merci de votre attention.